Et donc, dans les faits, ce à quoi on assiste, c'est à un détournement de fonds. Parce que les universités, massivement, sont financées par le public et maintenant, de plus en plus, par les étudiants et les étudiantes. Et contrairement à ce qu'on nous dit, cet argent-là ne va pas pour financer l'enseignement des bibliothèques. Quand on regarde les budgets universitaires, c'est disponible sur Internet, on voit que cet argent-là va en recherche appliquée et va en immobilisation. Et ça, c'est beaucoup plus scandaleux, au fond, que les exemples les plus flagrants qu'on peut voir dans les médias de mauvaise gestion universitaire, où on voit des recteurs aller dans le sud. Ça peut nous fâcher, ça peut nous frustrer, mais tout ça, c'est une part minimale du budget des universités. La vraie fraude, elle est plus profonde que ça. C'est que c'est des universités qui sont censées être des institutions publiques, partagées, de transmission du savoir et de la connaissance, deviennent tranquillement, en fait, des laboratoires de recherche et développement pour les grandes entreprises. Et quand on remarque, et là-dessus, je crois que je vais être capable de construire un pont avec les deux panélistes qui m'ont précédé, quand on regarde quels secteurs de recherche sont les plus financés, évidemment, on se rend compte que les sciences humaines, les lettres, les arts sont radicalement défavorisés et que ce qui est financé grandement, ce sont les sciences de la santé, le marketing, l'ingénierie, les télécommunications et la gestion. Et puis, évidemment, à la jonction de l'ingénierie, des télécommunications et des sciences de la santé, quelle industrie, disons, fédère ces trois grandes sections-là? C'est l'industrie militaire, et ça, j'ai pas amené les chiffres avec moi, mais ça a été prouvé de manière très claire par des collègues de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, que l'industrie militaire était un des investisseurs grandissants dans les universités canadiennes. Alors, ce qui est ce qui donc est à la source de la hausse des frais de scolarité, c'est de refiler la facture de cette transformation-là de l'université aux étudiants pour avoir plus de ressources pour développer les brevets, mais je dirais plus profondément, il y a une fonction plus idéologique, plus même disciplinaire à l'augmentation des frais de scolarité, c'est la question de l'endettement. Parce que si on veut vraiment déposséder la population, et surtout la population étudiante, de ces institutions d'enseignement, de ces institutions d'éducation, il faut changer le rapport que les gens ont avec l'institution. Parce que si vous, quand vous faites votre projet de vie, vous vous dites « je vais aller à l'université parce que j'ai envie d'apprendre », ça ne marche pas. Alors il faut non seulement changer l'université dans son fonctionnement, dans ses activités, dans son financement, mais il faut aussi changer la manière dont l'étudiant lui-même voit l'université, la raison pour laquelle il va à l'université. Et la meilleure façon de changer son rapport à l'institution, c'est de l'endetter. Parce que lorsque vous endettez un étudiant, ça oriente évidemment son choix d'études. Si vous savez qu'une formation en philosophie, comme celle que j'ai eu la folie d'entreprendre, va vous coûter 40 000 $ de dette, ben vous allez être beaucoup moins porté à y aller. Mais pour un 40 000 $ de dette, peut-être que vous allez aller en télécom, peut-être que vous allez aller en marketing, parce que là, il va y avoir un retour sur l'investissement. Et c'est donc toute cette idée-là d'investissement individuel qu'on met dans la tête des étudiants. Et je suis sûr qu'en m'écoutant parler, ça résonne ce que vous entendez dans les médias depuis des mois. C'est exactement ça le discours du gouvernement, c'est-à-dire ça vaut la peine de payer plus de frais de scolarité. Pourquoi? Parce que vous allez faire un plus grand salaire. C'est un investissement sur vous-même, un investissement sur votre capital humain. J'ai un collègue à l'IRIS qui rappelle toujours que l'idée de capital humain, en fait, le mot capital humain a été inventé par Staline. C'est pas un terme qui est très très généreux envers la nature humaine puis la nature de notre expérience humaine, que de dire qu'au fond, apprendre, s'éduquer, c'est investir sur son capital intérieur, notre espèce de bourse interne qui serait censée orienter nos choix personnels. Changement de la vision que les étudiants ont eux-mêmes de leur institution pour vraiment changer l'université. Et c'est donc les deux raisons principales qui motivent la hausse des frais de scolarité. D'une part, changer la nature de l'université et d'autre part, changer le rapport qu'ont les étudiants à l'université. Et c'est par ce deuxième aspect-là, la question du rapport à l'institution, qu'on peut lier la hausse des frais de scolarité aux autres mesures d'austérité, à ce que Raymond Bachand appelle lui-même la révolution culturelle. Dans un parallèle assez étrange d'ailleurs.
Et ça, ça a été affiché assez ouvertement par le gouvernement libéral. C'est-à-dire qu'au-delà des finances publiques, parce qu'on va vous dire, je veux dire, même si le sous-financement universitaire existait, 600 millions de dollars, que, comme mes collègues le disaient, c'est littéralement des peanuts. Alors même s'il y avait un sous-financement, 600 millions, je veux dire, c'est même pas 1% du budget seulement du ministère de l'Éducation par année. Donc je veux dire, on peut aller chercher cet argent-là facilement. Donc au-delà de la question des finances publiques, ce qui est au cœur de l'augmentation des frais de scolarité et de toutes les autres mesures d'austérité, c'est une révolution culturelle. C'est un changement. On veut changer le rapport que les gens ont aux institutions, on veut changer le rapport que les gens ont au service public, on veut changer le rapport que les gens ont au fond avec la société et avec les autres. Et ça, c'est profondément ce que moi j'appelle la fonction disciplinaire de l'augmentation des frais de scolarité, la fonction disciplinaire de l'ensemble des mesures de tarification et de privatisation des services publics. Donc ça, c'est le plan, disons. C'est le projet politique qui se cache derrière l'augmentation des frais de scolarité. Le problème avec ça, c'est que ça passe pas, manifestement, et pas seulement au Québec. Ça ne passe pas au Chili, ça passe pas au Brésil, ça n'a pas passé en Grèce, ça n'a pas passé... Bon, ça a passé en France, mais avec des très grandes mobilisations. Alors, ces mesures-là, néolibérales, généralement suscitent l'indignation, suscitent la mobilisation des populations. Et le Québec, je crois, on en est très content et très fier là-dessus, montre l'exemple, démontre que la jeunesse québécoise, et dans d'autres pays, mais parlons de ce qui nous concerne, la jeunesse québécoise refuse de jouer ce rôle-là, refuse de se soumettre à ce plan-là. Et il y a des raisons à ça. On est dans un système politique et économique qui, quoi qu'on en dise, est aux prises avec une grave crise de légitimité dans la population. Le taux d'abstention dans la population, mais c'est les jeunes en particulier, est impressionnant. Et les élites ont coutume d'interpréter cet abstentionnisme-là comme un individualisme. Et c'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs quand on a commencé à faire la grève, qu'on était des individualistes. Or, ce que la lutte actuelle, disons, met en lumière, c'est qu'au contraire, s'il y a un cynisme chez ma génération, s'il y a un cynisme dans la jeunesse québécoise, c'est pas un cynisme qui est politique, c'est un cynisme qui est électoral. Le cynisme, il n'est pas envers les idées politiques, il n'est pas envers la mobilisation, il n'est pas envers les projets de société, il est envers les grands partis susceptibles de prendre le pouvoir qui les portent actuellement, envers la manière dont la démocratie est faite, envers la manière dont les institutions sont manipulées, corrompues. Et donc, cette crise de légitimité-là fait en sorte que les gens n'acceptent pas de payer la facture de la crise. On peut ajouter à ça la question de la crise écologique, qui aussi vient remettre en question la manière dont on voit l'économie. Et donc tout ça génère une méfiance, fait en sorte que les projets néolibéraux ne passent pas dans la population. Et je pense que les raisons profondes de la grève actuelle au Québec, elles sont à rechercher là, c'est-à-dire dans une crise de légitimité du système où la jeunesse ne sent pas qu'elle a sa voix, où la jeunesse refuse de jouer le rôle qu'on aurait bien voulu qu'elle joue, c'est-à-dire de s'endetter pour entrer dans une danse dont elle connaît la fin pas très heureuse. Et quand les mesures ne passent pas, bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la force. Et c'est ce qu'on avait au Québec avec la montée de la brutalité policière, c'est ce qu'on avait au Québec avec la loi 78, quand les gens, ne faisant plus confiance au système, refusent de payer les notes, et bien là, on sort la matraque. Et ça, on l'a vu au Québec, mais on pourrait faire le lien à Ottawa également. Les politiques d'austérité du côté du gouvernement Harper ont été accompagnées, elles aussi, d'un durcissement sécuritaire. Le G20 à Toronto en est peut-être l'exemple le plus éclatant, mais on pourrait parler des certificats de sécurité, on pourrait parler de la guerre contre le terrorisme. Bon, c'est des choses généralement qui vont de pair, les mesures d'austérité et le durcissement sécuritaire.